Et nous ne sommes pas loin de Mamenigui. Mamenigui qui est le village de mon ami Nwambi en Junior, que je connais depuis 1998 et qui a été candidat contre moi en 2001 pour être secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Et on a travaillé tout ce temps ensemble jusqu'à ce que Dieu vienne de rappeler en son nom et au nom de tous les camarades que vous avez perdus dans différentes circonstances. Je voudrais qu'on lève qu'on se lève pour une minute de silence. Merci, Assimon. Fédéral, est-ce que je dois te saluer puisque tu fais ton devoir de travail? Hein? Je suis comme Sangaré, je suis là dans les salutations, félicitations. Je suis très là-bas dedans. Donc, merci, félicitations pour le boulot que tu as fait, toi et ton bureau, parce que tu ne travailles pas seul. Toi et ton bureau, les responsables des ligues, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer celui qui reprend le secrétaire général adjoint. Il faut lui traduire ma reconnaissance et mes excuses parce que je n'ai pas pu le joindre avant de venir. Le secrétaire général adjoint, j'avais la Maraoui. Mais j'ai informé, j'ai informé qui prie que je serai dans votre zone. Donc je voudrais que tu lui traduises ma reconnaissance. Traduis aussi ma reconnaissance au coordonnateur régional de la Maraoui, puisque tu le représentes. Leur dis que je suis reconnaissant de leur reconnaissance. Ai-je oublié quelqu'un? Kounaïri, merci d'être venu soutenir ton collègue et ami dans la fédération de Louis-Tafla. Parce que c'est ça la solidarité militante. Lui, de des années, je dois lui, c'est la longue date. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bien, bon, je suis dans ton village. C'est grâce à toi que je suis là. Parce que c'est lui qui m'a envoyé le message. Il me dit que la fédération m'avait désigné pour venir animer cet instant précis. Je voudrais lui dire merci du fond de mon cœur. Et puis lui dire merci pour ce qu'il est, parce que on a eu une séance de travail et j'ai vu que son esprit est ouvert, il est disponible, il est humble. Donc je voulais le saluer et puis lui dire merci. Oh, que ce soit mon esclave, c'est pas là le problème. Que ce soit mon esclave, c'est pas là le problème. Mais quand l'esclave a besoin du maître, le maître est là. Parce qu'un jour, le maître aura besoin de l'esclave. Et puis, c'est dans cette dialectique du maître et de l'esclave qu'on va aboutir au résultat final, c'est-à-dire la victoire en 2025. Cela dit, je ne suis pas trop protocole pour citer tous les responsables qui sont là. Mais je voudrais saluer les secrétaires généraux de section. Je voudrais saluer les secrétaires généraux de base. Je voudrais saluer tous les cadres qui sont les anciens. Depuis les temps immémoriaux jusqu'aujourd'hui. Et vous dire que on a fait du chemin, mais beaucoup reste encore à faire. Je voudrais saluer la population, mais en gros, chez les bourreaux, quand tu veux saluer les gens, si tu as fini de saluer les billes, les draps, les noirs, il reste les loups, et puis tu as fini tous les bourreaux. Donc je vous salue tous en vos rangs, grade et qualité. Merci de me recevoir. J'ai passé une nuit chez vous.
Je n'ai pas encore reçu les cure-dents, mais ce n'est pas grave. Peut-être que d'ici la fin de la cérémonie, vous allez me revenir avec 2 ou 3 cure-dents. Pour dire que, maître, voilà le travail de l'esclave. Merci d'être venu pour m'écouter. Camarades, je suis aussi là pour parler politique. Je suis surtout là pour parler politique. Ça va? On peut s'écouter, non? La solo. Je vais me déplacer. Nous sommes donc à Goïtafla, anciennement dans Sionoula. Je suis chez les résistants et je suis chez les résilients. L'histoire de notre pays nous enseigne que quand les Blancs sont venus pour la colonisation et qu'il y a eu la guerre entre les Blancs et les Africains, particulièrement les Ivoiriens, et que les Blancs sont arrivés à Daloa pour la conquête de Daloa, ils ont trouvé un résistant du nom de Sokou Beli. Ils ont combattu Sokou Beli. Étant en difficulté, Sokou Beli est sorti de Daloa. Quand il est sorti de Daloa, les anciens nous enseignent qu'il allait en exil. Et j'ai demandé à connaître où Sokou Beli était en exil. Ils m'ont dit que Sokou Beli était en exil à Sionoula. C'est ici que Sokou Beli est venu se cacher quand les Blancs voulaient la battre. Vous êtes donc dans une terre de résistance. Vous êtes dans une terre de résistance. Je voudrais saluer ce peuple-là pour vous dire de la résistance à la victoire, il y a un chemin. Que de chemin, que de difficultés, que d'embûches, que d'obstacles, que d'inimitié, que de méchanceté. Vous n'allez jamais avoir une route qui est linéaire. Vous aurez toujours une lutte, une route qui zigzague, qui serpente. C'est là aussi le sens de la vie. Une vie n'est jamais linéaire. Une vie est toujours obstruée. Mais l'homme grand, le grand homme, c'est celui qui parvient à sauter les obstacles, à les dompter, à les affronter. Il ne s'agit pas de fuir la difficulté de la vie. Il faut l'affronter pour la mettre derrière soi et puis avancer. En 90, le président Gbagbo a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je suis ce nouveau. Mais ceux qui ont montré la Côte d'Ivoire, ceux qui ont montré Gbagbo à la Côte d'Ivoire, c'est les Atiers, c'est les Bourreaux, c'est les Bédés, c'est les guérés, c'est les Sengo, au temps de l'ancien monde du Maria Kourougou. Kourougou fut une des passions du FPI au début de la lutte. Ça a permis que Kourougou a régressé. C'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui a montré Gbagbo Laurent à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un homme tribaliste, ce n'est pas un homme de région, ce n'est pas un homme de clan. Et quand il a eu 1890, il a dit, on est parti aux élections, le résultat va sortir dans quelques années. Et en 2000, le résultat de 90 est sorti. Et vous l'avez porté en 2003. Mais quand vous votiez Gbagbo en 2000, vous ne savez pas les difficultés auxquelles vous allez être confrontés. Parce qu'il n'était pas programmé pour gagner. Dans les oppositions avant, il y avait des gens qu'on identifiait. Et on dit, lui là, il ne doit pas être président.
Lui, là, il ne doit pas être président. Lui, là, il doit être président. Lui, là, il doit être président. Et sur le code de la Côte d'Ivoire, ils se sont trompés. Papa est sorti président. Il n'était pas dans l'ordre. Et comme il n'était pas programmé pour être président, et que grâce à vous, je répète, grâce à vous, Papa aurait été président en 2000, ils n'ont pas permis de gouverner. Que de ça, que de difficultés, que de mensonges à son encontre, que de communication négative, que de haine, ils ont déversé. Mais tout ce qui était mauvais pour le salir, afin que vous puissiez l'abandonner. Quand il dit ça, on dit autre chose. Quand il dit autre chose, on dit ça. Quand il dit ça, on dit autre chose. Quand il dit autre chose, on dit ça. En fait, ils n'ont jamais compris d'où l'on venait et où ils partaient. Ils ont décidé de les liquider. Mais il a résisté parce que c'est un petit-fils de Sokugoni. Il a résisté parce que c'est un petit-fils de ceux qui ont été les résistants dans l'Afrique ancestrale. Et il a tenu. Les mains nues, il a tenu. Je vous passe des détails. On est parti aux élections de 2010. On a gagné les élections. Il a gagné les élections. On dit il n'a pas gagné. Il dit il a gagné. On dit il n'a pas gagné. Il dit il a gagné. Bonne arrivée. Ok? Il dit il a gagné. Il dit bon, si vous dites que j'ai perdu, venez, on va compter les fois. Vous dites que j'ai perdu, je dis j'ai gagné. Mettez une commission internationale de tous les pays en place. Et puis on va compter les fois une à une. Si j'ai perdu, je retourne la main me reposer. Et puis bon, les gens qui ont gagné vont gouverner la Côte d'Ivoire. Et si j'ai gagné, il faut qu'on me reconnaisse ma victoire. On dit d'ailleurs même, pourquoi tu dis qu'on n'a pas compté? C'est déjà un crime que de nous demander de compter les voix. Bombardement. Jusqu'aujourd'hui, il faut qu'on nous explique pourquoi un contentieux électoral peut aboutir à un bombardement de résidence. C'était le premier cas. C'est après qu'ils sont allés chez Kadhafi. On a fait quoi? Il y a eu des morts ici. On a fait quoi? Parce qu'on est militant du FP. On n'a pas le droit. Parce que quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord avec une situation, on vient, on tue ces militants dans tout le territoire national du Côte d'Ivoire. Parce qu'il a choisi autre chose. Pourquoi avez-vous tué les Ivoiriens? On a fait quoi? Si on était hommes avec une intelligence, on a le choix de nos opinions, on a le choix de nos chemins, on a le choix de nos vies. Pourquoi vient-il vous tuer? Parce que vous avez décidé d'être avec Babou. Nous sommes des militants, mais nous n'avons pas d'armes. Notre arme, c'est la bouche. Pourquoi vous ne pouvez pas parler comme nous, et puis des gens, vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous sortez les fusils pour les tuer, simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous? Vous venez 9 avions de combat pour bombarder des résidences. Je ne raconte pas de conneries. J'étais avec Babou à la résidence quand on a bombardé. 11 jours.
Je suis sorti le 10 000, ils ont pris le président le 11. Donc on ne me raconte pas ça, on ne peut pas me raconter ça. Jusque-là, on ne sait pas combien de personnes ont été tuées encore. Pour aboutir à quoi? Au pouvoir, à la destruction de l'humanité. Des êtres humains qui sont allés mettre un bulletin dans l'urne. Et parce qu'ils ont mis le bulletin dans l'urne, vous sortez des calages pour les abattre. Mais voyons. Vous égorgez les gens. Vous buvez leur sang. Vous venez taxer celui qui a envoyé le multipartisme et le vent de la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous le taxez de dictateur. Les choses marchent, la tête en bas, les pieds en haut. C'est cet homme-là, après l'avoir massacré, ils l'ont porté de chez lui à l'hôtel du Golfe. Ils l'ont transporté de l'hôtel du Golfe à Korogo. Ils l'ont déporté du Korogo à la Sécurité. 10 ans de procès gratuit. 10 ans dans la vie des hommes. Du haut de la présidence, on te met dans une cellule, après de combien de mètres carrés? 10 ans. Pour aboutir au fait qu'il n'a rien fait. Un procès, le procès le plus retentissant de l'histoire de l'humanité, peut-être plus que le procès de Nuremberg, le procès qui a jugé les nazis. Le procès de Gbagbo a été plus médiatisé que le procès de Nuremberg. On dit envoyer les preuves que Gbagbo a tué. Il n'y a pas eu une seule preuve. On vous a fait quoi? On va pleurer, il faut serrer la main. On vous a fait quoi? Et comme il n'a rien fait, et que le procès est public, et le procès est mondial, il ne pouvait pas le maintenir. On dit bon, tu es acquitté. Tu es acquitté. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, tu es blanchi. Tu peux le tourner sur toi. C'est ça la résistance. Je rappelle ces faits parce que beaucoup ont subi les atrocités de cette période. Et comme c'est la première fois que j'arrive ici, il faut que je rappelle d'où on vient pour qu'on sache où on va. On revient donc de ce périple. On revient de cette aventure. On revient de cette difficulté. On revient d'un voyage dont on ne sait pas qu'on allait revenir. Quand tu reviens d'un tel voyage, et puis tu arrives, tu as ton peuple te connaît, tu connais le peuple, tu connais la sueur de ton peuple, le peuple sait qui tu es, venu d'une situation pauvre, tes parents pauvres, d'un village pauvre, ta région pauvre, tu as gravi tous les échelons de la vie, petit à petit, tu as construit ta pièce, pierre par pierre, et tu as atteint le sommet, et tu es revenu parce que les méchants, les gueux n'ont pas voulu te voir gouverner. Quand tu sors de là, quand tu sors de cette difficulté, et que tu reviens, trouver ton pays, peut-être plus grave que là où au moment où tu partais, peut-être les populations plus pauvres qu'au moment où tu partais, tu as un devoir, tu as une mission, tu as un devoir devant toi, c'est de dire, je vais reprendre ma place pour redresser le pays. Si tu n'aimes pas le peuple et que tu es méchant, tu
justement t'asseoir chez toi au village. Mais si tu es venu, tu sais que l'injustice, c'est l'injustice qui t'a mené à la politique. Et que c'est l'indignation qui t'a mené à l'injustice, à la politique. Et que tu reviens, tu trouves que ton peuple, ta population est plus pauvre qu'avant. Si tu as le sens de l'humanité, tu fais un dernier sacrifice. Ce qu'on appelait le don de soi. Tu fais un dernier sacrifice. Babon Laurent me charge de vous dire qu'il a décidé de faire un dernier sacrifice. Il a répondu à votre appel de candidature. Mais c'est son dernier combat. C'est son dernier combat. Et ça, c'est important que vous le sachiez. On ne paie pas un dernier combat. On ne paie pas un dernier combat. Si on perd le dernier combat, l'histoire va s'écrire sans vous et donc va s'écrire contre vous. Ce sont les chasseurs qui font l'histoire de la chasse. Les lions qui sont tués n'ont jamais raconté l'histoire de la chasse. Or, si nous perdons, nous serons comme des lions qui ont égorgé malgré nos forces. Et ceux qui auront gagné et qui nous auront égorgés, c'est eux qui vont écrire l'histoire en vous dépeignant comme des gens noirs, à la tête noire, à la cervelle noire, des nez tels que sont les nez. Des dictateurs, des xénophobes, ils vont vous qualifier de tous les noms. Est-ce que le peuple pourrait être xénophobe? Est-ce que les Ivoiriens sont des xénophobes? Le sens d'une candidature. Quand Gbagbo partait à La Haye en 2011, les Ivoiriens, comment ils étaient? Quand il est revenu en 2021, comment sont les Ivoiriens? C'est vous ceux qui pourrez dire la différence entre les deux périodes. Mais même coupé en deux, le pays vivait, respirait, les gens étaient heureux. Les gens étaient heureux, même quand le pays est coupé en deux. Et aujourd'hui, on a la totalité du pays et les gens sont malheureux. Posez-vous la question. Quand tu as un sens du devoir, tu ne peux pas abandonner tout ce peuple. Tous ceux qui sont tombés dans toutes les contrées, et puis tu vas aller t'asseoir pour jouir et le réjouir de ton passé présidentiel. Tu descends dans l'arène, tu reprends le pouvoir et tu redresses la Côte d'Ivoire avant de dire bye bye au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà le sens du peuple. Donc il est candidat pour reprendre là où il avait laissé. Mais tout ce qu'on lui a fait subir comme primat, comme méchanceté, comme tenant, il pardonne tout ça. Et puis il repart sur une nouvelle base. Pardonnons-leur ce qu'ils ont fait. N'ayez pas le cœur des cœurs de revanche. Nous ne sommes pas des enfants de la revanche. Nous sommes les enfants de la responsabilité, du devoir, de la continuation, du sang dans le sang de l'histoire. Un homme, il est grand quand il ne prépare des revanches, même en situation de victoire. Maintenant, on n'est pas un homme qui va venir se venger de ceux qui lui ont fait subir toutes les humiliations du monde. Quel est l'état de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oh! On dit, quand tu veux parler aujourd'hui, on dit infrastructure. 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 Le pays est joli. Le pays est joli. Infrastructure. Où est la superstructure? Une infrastructure, pour qu'elle soit durable, pour qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit accompagnée ou bien soutenue par ce qu'on appelle la superstructure. C'est-à-dire les hommes, les idées. Les institutions, les idées.
Or, c'est l'homme qui fait l'idée. Si tu n'investis pas dans l'homme, si le pays est, du point de vue de l'homme, si le pays est pauvre, les gens que tu diriges sont pauvres, les gens meurent de la misère, quel que soit ce que tu vas construire, ça n'intéresse personne. Infrastructure, et puis les gens viennent à l'hôpital, on ne peut pas se soigner. Infrastructure, et puis on diminue les salaires chaque jour. Parce que quand le salaire n'augmente pas, et puis vous augmentez le riz, vous augmentez les factures, vous augmentez le carburant, ça veut dire que vous diminuez les salaires. Infrastructure, et puis il n'y a plus d'école. Là, il y a école aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Infrastructure, et puis il n'y a pas d'école. C'est l'éducation qui fait le socle d'une société. C'est parce qu'on est à l'école, on est ici aujourd'hui. Infrastructure sans école, infrastructure sans l'homme, infrastructure sans santé, infrastructure sans argent. Mais une infrastructure sans superstructure est du gâchis et de la manipulation. Parce que si le pays n'est pas réconcilié et qu'on se regarde en chaîne de faïence, il suffit d'une étincelle et puis on commence à s'affronter. Quand vous affrontez, tous les ponts qui ont été construits, ça peut être détruit en une journée. On construit un pays avec les hommes. On investit dans l'homme. C'est l'homme qui fait les idées, c'est les idées qui font les infrastructures. Une fois que vous avez une cohésion sociale solide, une fois que vous avez une réconciliation, une nation, la construction d'une nation, ce n'est pas les ponts qui construisent la nation. C'est l'homme. Or, quel est l'état de l'homme aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La misère, la pauvreté, la misère. On dit de lutter contre la pauvreté et lutter contre les pauvres. On dit de lutter contre la pauvreté et lutter contre la pauvreté des pauvres. Est-ce que quelqu'un a choisi d'être pauvre? Dans la vie, qui a choisi d'être pauvre? C'est Dieu qui donne les richesses à qui il veut, au moment où il veut. Tu peux être riche aujourd'hui et puis être pauvre demain. Tu peux être pauvre aujourd'hui et puis être riche demain. On ne détruit pas les gens en soi-disant qu'ils sont pauvres. On ne casse pas les maisons des gens qui n'ont pas les moyens. On ne détruit pas ce que quelqu'un a construit durant 30 ans, 40 ans, en 2 heures de temps. Avant de détruire, il faut leur trouver une solution. Avant de casser, il faut leur trouver un logement. C'est ça, la lutte contre les pauvres. Vous avez un régime où personne ne veut voir les pauvres. Comme si les gens choisissent d'être pauvres. Les gens gouvernent dans un pays où beaucoup sont religieux. Ils gouvernent et ils ne considèrent pas Dieu. Ils gouvernent et ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils ne le mentionnent même pas. Ils ne l'invoquent pas. Ils ne l'évoquent pas. Ils ne le convoquent pas. Avant, on nous a dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et il dispose, et puis Dieu, et il dispose, et puis Dieu propose. C'est eux qui disposent. Et puis quand Dieu a proposé, ils viennent, et puis ils disposent. C'est dans ce pays-là, on est. J'ai demandé hier quel est l'état des richesses à Genola où il passe là. On m'a dit que la Naka n'a pas de prix. Je suis d'une région où on produit aussi la Naka. Ça n'a pas de prix. Mais parce que les gens s'en foutent de vous. L'Éria n'a pas de prix. Mais parce que les gens s'en foutent de vous. Pourquoi vous serez riches comme eux? Quand vous serez non, vous allez vous comparer à eux. Comment est-ce qu'un être humain peut se comparer à Dieu?
Le cacao, vous le vend ailleurs à combien de milliers de kilos? 4 000, 4 500, 5 000. Ici, on a 1000 francs. Quand les gens ont grondé, on dit 1500. Et puis il y a rien qui dit, ah, 1500 c'est beaucoup. Ayez un peu de dignité, le peuple de Côte d'Ivoire. C'est la foutaise. Les paysans, les gens qui sont en pays rural, ça devait être les gens les plus riches de Côte d'Ivoire. Ceux qui travaillent, ça devait être les gens les plus riches de Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'en 2000, quand on faisait la campagne, on dit qu'il faut réformer les filières. La filière café cacao, la filière coton, la filière de l'agriculture. Pour que quand vous produisez et que vous travaillez 12 mois sur 12 mois, sous la pluie, sous le ciel, sous le soleil, vous vous fatiguez. Quand vous vendez, vous puissiez jouir et vous réjouir de vos récoltes. C'est tout ça que le président Gbagbo avait résumé et il dit donnez-moi le pouvoir pour que je vous redonne le pouvoir. Si ce slogan était valable en 2000, il est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Donnez-lui le pouvoir, redonnez-lui le pouvoir pour qu'il vous redonne le pouvoir. Gbagbo peut-être au pouvoir et puis à la café à 100 francs. C'est pas possible. Parce qu'il sait ce qu'on appelle la pauvreté. Gbagbo peut être au pouvoir et puis le cacao va être vendu dans un pays à 4 000 et puis ici il va donner 1500 en vous plaquant. Gbagbo peut être au pouvoir et puis le bien va être à 300 francs. Ce n'est pas possible. Donnez-lui le pouvoir, il va réhabiliter l'humanité des Ivoiriens. On ne vit pas, on survit. Regardez les visages des gens. Vous avez vieilli à moins de 10 ans. Quand tu le regardes, tu regardes les jeunes, on le dit. Quand tu regardes les Ivoiriens, on le dit. Souvent, tu crois que il pleure. Tellement son visage est renfrogné. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Il n'a aucune visibilité. Que tu sois étudiant, que tu sois paysan, que tu sois dans les métiers, même les hommes d'affaires, ils n'ont pas de visibilité. Ils sont tristes, ils sont stressés, ils sont renfrognés. Ils ne vivent plus, ils survivent. Qui survit n'a pas envie. Qui survit n'a pas envie. Qui survit n'a pas envie. Faut promis. C'est ça la réalité du pays. C'est ça. Mais vous ne verrez jamais cette réalité dans les salles de télévision. Vous ne verrez jamais cette réalité dans les chaînes de télévision. Ce qu'on vous sert, c'est le bling-bling. Ce qu'on vous sert, c'est le bling-bling. On vous amuse. On amuse la galerie. On fait comme si ça va. Vous regardez la télévision, vous êtes content, ça danse. Comme si ça va. On cache la réalité avec tous ces écrans que vous voyez. Et on s'amuse. Et comme on s'amuse, et qu'on est habitué à s'amuser, les Ivoiriens s'amusent avec tout. Tout ce qui est sérieux. On dit on augmente l'électricité. Dans ces pays autour de nous, quand on augmente l'électricité, le lendemain tout le monde est dans la rue. L'électricité va repartir ou s'équiper. Dans les pays qui sont autour de nous, quand on augmente lui, le lendemain, les gens sont dans la rue. Ce n'est même pas la peine des partis politiques. La société elle-même, elle doit avoir des garanties. Ça là, on ne doit pas toucher. Ça là, on ne doit pas toucher. Ça là, on ne doit pas toucher. En Côte d'Ivoire, on touche à tout, on augmente tout, et puis vous prenez ça pour vous amuser sur les réseaux sociaux. Ah, en Côte d'Ivoire. Ah bon? Vous voyez que les gens se découragent. Vous entendez encore Mohamed Koulibaly? Il a dit tout ça. On est quel peuple? On est quel peuple? Et puis tout le monde marche sur nous. Si on dit au gouvernement, puisque eux qui gouvernent, leur propre population souffre de l'augmentation des choses,
leur propre population souffre de la cherté de la vie. Tout le monde dans la rue, la poussière, ils vont diminuer les factures. Vous êtes assis là, si on gagne la canne, ils vont diminuer les choses. Si on gagne la canne, ils vont diminuer les choses. Et puis, vous êtes côté. Oh, ils vont gagner la canne, et puis les choses vont augmenter. On a gagné la canne, et puis les choses vont augmenter. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Voilà une des étapes de la Côte d'Ivoire. Vous ne vivez pas, vous survivez. Celui qui survit n'a pas longue vie. C'est pourquoi l'expérience de vie est en train de stagner. Ça ne peut pas évoluer. Ça ne peut pas évoluer. Pour vivre longtemps, il faut pouvoir se soigner. Pour vivre longtemps, il faut manger. Pour vivre longtemps, il faut pouvoir régler ses problèmes. Quand tu es assis et puis ton enfant est à l'école, tu n'as pas encore payé sa scolarité. Comment tu peux être tranquille? Quand tu as une maman, tu sors au bord de la route, tu vends ton pauvre auto pour accompagner ton enfant à l'école. Un matin, quelqu'un quitte là-bas avec la tête là, il est rasé tout ça. Comment toi tu vas dormir? C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Notre devoir, c'est d'expliquer la réalité afin que vous compreniez l'enjeu des élections qui arrivent. Nous voulons un pays souverain. Nous voulons un pays souverain. Un pays qui est fort de ses richesses, qui exploite ses richesses comme il veut, quand il veut, il ne doit à personne et qui utilise ça pour ses populations, pour que les populations bénéficient des richesses, pour que les populations bénéficient du sous-sol, pour que les populations bénéficient du sol. On est fatigué avec les gens qui viennent travailler, prendre notre argent pour envoyer à l'extérieur. Ou même n'êtes pas fatigué. Quand tu es fatigué, quand tu dors. Tu es fatigué quand tu dors. Réveille-toi. C'est ça la Côte d'Ivoire. Dans ce sens, les élections qui arrivent, ce sont des élections qui nous. Je suis venu vous dire de donner 5 ans avant vous. Pour qu'ils remettent les choses à l'endroit et puis que quelqu'un arrive et puis continuer la gouvernance. En se disant qu'on ne peut plus faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Les gens disent ah oui mais Sénégal, oui. Le Sénégal c'est une démocratie. Au Sénégal, le conseil constitutionnel peut dire à président merde. Au Sénégal, le conseil constitutionnel peut dire à président merde. Mais en Côte d'Ivoire, le conseil constitutionnel ne peut pas dire à président merde. Au Sénégal, la commission qui organise les élections, quand elle finit, parti au pouvoir est d'accord, opposition est d'accord. En Côte d'Ivoire, quand on finit les élections, quelle est cette élection? On est cette sélection. On ne fait pas élection, on fait une sélection de ce qu'on veut. Et puis on dit, on a fini l'élection. Et quand tu parles, on dit que tu dois, c'est pas normal. C'est ça. On ne compare pas les choses qui ne sont pas comparables. On ne compare pas les choses qui ne sont pas comparables. La Côte d'Ivoire est dans un état de délabrement total. Les ponts d'Abidjan, oui c'est bon, puisqu'il faut passer sur des routes, mais l'intérieur du pays est pourri, dans un état de putréfaction totale et généralisée. Ne vous laissez pas influencer par les ponts du plateau. Allez-y à l'ouest de la Côte d'Ivoire, regardez l'état des routes. Vous-même ici, là, dans votre zone, regardez l'état des routes. Le pays ne se limite pas au plateau. Vous comprenez? C'est le
le sens d'une candidature, redresser le pays, remettre les programmes, la décentralisation, remettre ça en place, le programme de santé. Ils ont voulu photocopier notre programme. Ils ne peuvent pas faire plus photocopier que l'original. La photocopie peut être supérieure à l'original. On a dit assurance maladie universelle, ils sont venus couverture maladie universelle. Mais comme ils ne sont pas les originaux, ceux qui ont réfléchi à cette conception de la santé, ils ont échoué. Nous, on a dit l'école gratuite obligatoire, ils sont venus pour dire que l'école est gratuite. Votre école est gratuite? Non. Le public, l'école publique a démissionné. Et c'est le privé maintenant qui a pris les parents, c'est eux qui sont les propriétaires du privé. Les scolarités, ça augmente. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Insupportable pour les gens. Pendant que les salaires sont là, et maintenant tu dois faire les péages partout, tu te déplaces, il faut payer péage. On fait ça en désordre. On fait ça en désordre. Et quand on fait, on est obligé de faire les péages. Mais quand tu fais les péages, comment tu peux demander à quelqu'un de payer 1250, quelqu'un suit une route tout le temps, chaque fois qu'il passe, il doit payer 1250, et il doit payer ça 4-5 fois sur la même route. Comment à Abidjan tu peux demander aux populations de payer 1000 francs pour traverser un péage? 500 c'est déjà beaucoup. Tu peux demander aux gens de payer une modique somme. Vu le trafic, l'entreprise ne va jamais payer. Mais c'est tout ça qui réduit nos salaires. Donc quand je dis que sous le régime Ouattara, les salaires des Ivoiriens ont diminué à une vitesse telle qu'aucun président n'a fait ça, les gens disent qu'il y a des péages, mais tu exagères. Mais quand notre salaire n'augmente pas et que les charges augmentent, ça veut dire que le salaire diminue. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, Babo doit punir. Mais pour qu'il gagne, nous avons une responsabilité. Nous avons un devoir. Je vais vous poser une question. Qui sont ceux qui n'ont pas le carte électorale dans la salle? Franchement, Babo m'en parle. Qui sont ceux qui n'ont pas le carte électorale dans la salle? Qui sont ceux qui n'ont pas de carte d'électeur? Vous n'avez pas de carte d'électeur? Vous n'avez pas de carte d'électeur? Vous n'avez pas de carte d'électeur? Les gens qui n'ont pas de carte d'électeur dans la salle, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont même très nombreux. Et c'est là notre faiblesse. Et c'est là notre faiblesse. Vous ne pouvez pas dire que Babo va gagner l'élection et puis vous-même, vous n'avez pas carte d'électeur. Comment on fait pour qu'il gagne? Comment on fait? C'est la carte d'électeur qui te permet d'aller prendre le bulletin pour mettre ça dans l'urne. Notre arme, c'est les yeux. Leur arme, c'est autre chose. Mais nous, notre arme, c'est les yeux. Donc vous dites que je veux que Babo gagne. Mais dans le même temps, vous n'avez pas de carte d'électeur pour faire que Babo gagne. Donc ça veut dire que vous fatiguez Babo. Quand on fait les meetings, vous êtes nombreux. Mais quand on dit d'aller voter, on dit attention, vous n'avez pas de carte. Camarades, après ils vont prendre la liste. S'il vous plaît, j'espère qu'il y a un système ici après pour prendre tous ceux qui n'ont pas les cartes. Il va prendre la liste des gens, ils vont prendre. Mais en attendant, la carte d'identité, tu ne peux pas vivre sans carte d'identité. Toi-même en tant qu'individu, tu fais les enfants, tes enfants ont besoin de ta carte d'identité.
avoir ça dans 2 ans, dans 3 ans pour aller faire 4 ans. Quelqu'un ne peut pas dire ça. Donc on les dit que vos 4 ans. Si vous attendez que quelqu'un vienne faire vos 4 ans, imaginez que dans le pays, on soit 1 million de personnes qui n'ont pas 4 ans. Et puis vous dites à quelqu'un soit de faire ça. Une 4 ans pour combien? Souvent, il y a le transport, tout. Il y en a qui estiment ça à 20 000, 21 000 comme ça. Multipliez 20 000 par 1 million. Avec combien? Qui peut avoir tout cet argent pour vous donner? 20 millions par 20 millions. 1 million par 20 millions. Combien? Ça fait 20 milliards. Qui peut avoir ça pour vous donner pour faire les papiers? Toi-même, tu es là. Et puis tes enfants vont à l'école. Et puis tu n'as pas noté. Et puis ça te dit rien. Donc, on va prendre ceux qui n'ont pas leur carte. On va voir ce qu'on va faire les statistiques. Mais actuellement, où je vous parle, normalement, dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire, il y a une loi de 2018 qui dit que de maintenant jusqu'à je crois à l'année prochaine, les extraits de naissance se font gratuitement dans les mairies. Dans les mairies et dans les sous-préfectures. Ça se fait gratuitement. Donc, quand vous levez ici, ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance peuvent aller déjà faire leur extrait de naissance. Après, ils vont faire le certificat de nationalité et avec ça, ils peuvent faire leur carte d'électeur. Parce que l'enrôlement va commencer dans pas longtemps. Et je le répète, dans les mairies, il y a l'exécution d'une loi qui autorise que les populations qui sont nées de la commune pas faire les extraits de naissance cadeau. C'est gratuit. Je n'ai pas envie d'entendre que personne ici n'a pas d'extrait de naissance quand je vais revenir ici. Allez-y faire vos extraits de naissance. Avec ça, vous pourrez aller faire vos cartes d'électeurs quand vous aurez fini de faire le certificat. Pour la carte nationale d'identité, ça, on va voir ça après. Mais quand l'enrôlement va commencer cette fois-ci, il ne s'agit plus de dire Babo n'est pas là, je vais pas aller m'enrôler. Babo n'est pas là, je ne vais pas aller m'enrôler. Allez-y vous enrôler de façon spontanée. Mais massivement. Massivement. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parce que si Babo Laurent ne revient pas au pouvoir, vous tous, génération 90, c'est fini. Nous tous qui sommes là, vous, c'est fini. C'est-à-dire la bataille que vous avez commencé depuis 90. Et regardez un peu le retour, regardez un peu en arrière. Les risques que vous avez pris dans vos propres vies. Marchant, prenant moto, vélo, marchant, pied, traversant l'eau dans des pirogues de fortune, pour aller planter le parti. Et puis tout ça, c'est fini, zéro. Est-ce que vous me promettez que vous allez faire vos papiers? Oui. Est-ce que vous nous promettez que vous faites vos papiers? Oui. Le président aura le compte rendu de cette réunion. Est-ce que je peux dire au président que Goïta l'a dit, ils vont faire leurs papiers? Oui. Est-ce que les cartes peuvent se mettre ensemble pour aider les populations à faire leurs papiers? Oui. Est-ce que les cartes peuvent laisser leurs petits palabres entre eux pour aider le parti et la population à faire les papiers? Oui. Camarade, on dit de vous mettre ensemble. Ensemble. Pour faire les papiers. Pour aider à faire ceux qui n'ont pas pu faire leurs papiers. C'est à ce titre que nous, là, on va gagner parce qu'on est majoritaire en Côte d'Ivoire. On est majoritaire. Vous avez le candidat idéal. Vous avez le candidat que la Côte d'Ivoire connaît et qui connaît la Côte d'Ivoire. Vous avez le candidat qui a parcouru tout le pays. Vous avez le candidat que tous les Ivoiriens ont vu. Vous avez le candidat qui a parcouru près de 20 000 localités en Côte d'Ivoire. Lui-même. Vous avez le candidat qui connaît vos problèmes, qui connaît votre psychologie, qui connaît votre sociologie, qui est là et qui est un anthropologue,
qui est un historien, qui connaît le sens de l'histoire, qui connaît le sens de l'histoire mondiale, qui connaît la géopolitique, et qui a besoin de reprendre le pouvoir, il vous redonner le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Je vous engage à vous mettre au travail. Allez parcourir tout ce nous l'avons dit. Allez-y parcourir Mamigui. Allez-y parcourir toutes les sous-préfectures. Car le Père, de retour au pays, il a certainement à nous montrer qu'il y a un trésor. Et le trésor est caché dans la Côte d'Ivoire. Et le trésor de la souveraineté. C'est le trésor de la liberté. Et le trésor se cache. C'est à nous de le découvrir. Allez, fouillez, prêchez, ne laissez nulle place où le PPS ne passe et ne le passe. Allez dans les hameaux, allez, fouillez, pêchez dans tous les villages, dans tous les campements. Ne laissez aucune trace où le PPS ne passe et ne le passe. Où le PPS ne se plante et ne se plante. Où le PPS est absent. Allez, fouillez, partout, pêchez, remuez, courez, marchez, pilotez. Allez-y partout, dans tous les espaces, dans toutes les contrées, dans tous les villages, rentrez dans toutes les familles. Les gens doivent faire leur carte d'identité, les gens doivent faire leur restreint, les gens doivent faire leur carte d'électeur pour donner le principe à notre la victoire. Il faut pas gagner. Nous croyons le nom parce que nous avons l'esprit de la gagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La team, vous venez comme ça d'écouter cette vidéo de Konaté naviguer, le SGA Konaté naviguer depuis Goïtafla. Vous savez, à l'heure actuelle, nous sommes à une vitesse supérieure. Nous sommes à une vitesse supérieure. Voyez-vous, le président Laurent Gbagbo travaille par anticipation. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. C'est pourquoi on dit qu'il y a trop les apprentis politiciens. Si Charles Blé Goudé était intelligent, il aurait aussi annoncé sa candidature. C'est ça qu'on appelle un travail par anticipation. Le président Laurent Gbagbo, en annonçant sa candidature, en se faisant investir, maintenant, dans une autre phase, celle des mobilisations dans tout l'étendue du territoire. Le président a en face des personnes qui disent qu'il ne sera pas candidat. Et lui, il dit qu'il sera candidat. Entre-temps, le président leur dit, faites ce que vous faites, moi je fais ce que j'ai à faire. Mais eux, ils savent qu'il est déjà investi comme candidat. Peu importe ce qu'ils disent devant vous, laissez-moi vous dire qu'ils se battent. Ils essayent de comprendre s'il sera candidat ou pas. Entre-temps, lui, il avance. Ce qu'il vient de faire, c'est les mettre un coup de pression dans le face. Et ceux qui disent, je ne suis pas candidat, j'attends d'abord ce qu'ils vont faire, ils ne les mettent absolument pas la pression. Ils les laissent toute la lassitude de faire ce qu'ils veulent, de décider comme ils veulent. C'est une grosse bêtise. J'ai envie de vous dire que même au Sénégal, ceux qui aiment dire au président Gbagbo de faire comme Ousmane Sonko avait d'abord dit qu'il était candidat. Il avait d'abord dit qu'il était candidat. Il était allé jusqu'au bout. C'est à la veille de l'élection qu'Ousmane Sonko a décidé maintenant de poser même sa candidature, mais de faire aussi poser un autre candidat du PASTEF la candidature. Ça veut dire il a posé la sienne et Bassirou Diomaye Faye a posé également sa candidature. C'est ce qui s'est passé. Et comme les deux ont posé leur candidature, qu'est-ce qu'ils sont donc passés? Quand les deux ont posé leur candidature, le président Sonko a été annulé. C'est-à-dire il a vu sa candidature rejetée. Mais en ce temps, son candidat qu'il avait poussé a vu sa candidature validée. Ça veut dire que même quand vous voulez faire ce qu'a fait Ousmane Sonko, vous devez d'abord faire comme le président Gbagbo fait. Faire une investiture, dire que vous êtes candidat, allez jusqu'au bout, posez votre candidature et demandez à une autre personne des vôtres de poser aussi une candidature. Ça fait que même si pour vous ne passe pas, pour cette personne passe. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. On ne reste pas dans son coin. Parce que le fait de dire que tu es candidat, ça met d'abord la pression à celui qui est en face de toi. Et celui qui est en face, c'est Alassane Ouattara. Vous êtes des opposants, mais vous ne vous déclarez pas candidat. Ouattara aura qui comme adversaire en 2027. Imaginons si la candidature de Tidiane Tchane est rejetée pour ses origines sénégalaises aussi d'une part. On fera comment? Moi, je dis bravo au président Laurent Gbagbo pour tout ce qu'il est en train de faire. C'est un homme digne qui maîtrise la politique et qui est en train de nous donner des enseignements politiques. Moi, pour ma part, oui, je respecte. Il me donne des enseignements pour la politique.